Le ciel lourd et gris écrasait la ville de son humidité suffocante. Des flaques d'eau reflétaient des nuages sales, tandis que d'épaisses gouttes de pluie tambourinaient sur le toit de la BMW noire, aux vitres teintées, impeccables. Sur la banquette arrière, Mikhail Levovitch Plakov tapotait avec impatience ses doigts sur l'écran de sa tablette, jetant un coup d'œil irrité à sa montre. Les retards l'irritaient, surtout le sien. « Que se passe-t-il, Ivan » dit-il sèchement. « Des travaux sur la piste, Mikhail Levovitch. Nous allons perdre une vingtaine de minutes. Veux-tu que je t'apporte du café ? Il y a un stand là-bas, de la nourriture faite maison, a indiqué le chauffeur en désignant une cabane délabrée au bord de la route. Plakov hocha brusquement la tête, repoussa la tablette et se frotta les tempes. Les chiffres commerciaux de la matinée lui palpitaient la tête. Encore une ronde d'investisseurs, un autre projet pour augmenter votre fortune. Sa vie était une courbe ascendante, une séquence sans fin de vols, de contrats et d'objectifs atteints. Personne ne lui a demandé s'il avait quelqu'un avec qui le partager. Lui-même avait depuis longtemps cessé de se poser cette question. C'est alors que quelque chose a légèrement heurté la vitre latérale. Une touche timide mais insistante. Plakov tourna la tête et rencontra une paire d'yeux immenses fixés sur lui. Une fillette, trop maigre pour son âge, enveloppée dans un manteau rose usé, aux manches trop courtes pour ses bras fins. Bottes en caoutchouc usé, chaussettes dépareillées. Les cheveux, en tresses défaites, encadraient un visage sale de crasse et de larmes séchées. Dans ses bras, une poupée en patchwork, rapiécée de fils délavés. Il n'y avait aucune peur dans ce regard. Juste un épuisement qui ne convenait pas à un enfant. Il a baissé la vitre. « As-tu perdu quelque chose ?» demanda-t-il avec une dureté qu'il ne pouvait dissimuler. La jeune fille serra la poupée contre sa poitrine et secoua la tête. « Non. J'ai perdu mon père. » « Ou, qui pourrait-il être ? » « Peut-être vous, dit-elle directement. « Tu es riche, je le vois depuis la voiture. Et c'est bien. Je sais le reconnaître. » Plakov se figea. Le monde semblait s'arrêter. « Veux-tu que je sois ton père ?» bégaya-t-il, abasourdi. « Ce n'est pas comme ça. C'est juste que je n'ai personne d'autre. Ma mère est décédée la semaine dernière, au refuge. Ensuite, ils m'ont emmené à l'orphelinat, mais ils ont dit que j'étais trop silencieux. Tu m'as juste manqué, tu sais ? S'enfuir n'était pas un vol, je le jure. C'est juste que, je n'en pouvais plus. » Il parlait sans pleurer, sans supplier. Juste des observations, comme si quelqu'un lisait un rapport. L'air est devenu épais. Plakov descendit de la voiture et s'accroupit à sa hauteur. « Tu n'as pas peur d'un étranger ? » La jeune fille haussa les épaules. « Peur de quoi ? J'ai vu pire. Et tu n'as pas l'air mal. » Il regarda ses pieds, rouges de froid, la peau couverte de chair de poule. Il se tourna vers le chauffeur. « Ivan, apporte une couverture et du chocolat chaud. Maintenant. » Quelques minutes plus tard, la jeune fille était sur la banquette arrière, enveloppée dans de la laine douce, les mains enroulées autour d'une tasse fumante. Plakov la regardait, et quelque chose en lui s'agitait, une vieille douleur latente. Repentir ? Désir ? Je ne pourrais pas le dire. Une heure plus tard, ils étaient aux urgences de l'hôpital local. Pas par méfiance, mais par une impulsion étrange, je devais m'assurer qu'elle était en un seul morceau. Alors qu'il attendait dans les couloirs, assis sur une chaise en plastique inconfortable, Plakov remarqua un calme inattendu. Pour la première fois depuis des années, l'horloge ne le poursuivait pas. Il s'est avéré que la jeune fille Vera s'est assise à côté de lui et a griffonné sur le papier un soleil souriant et deux personnages se tenant la main. « Qui sont-ils » demanda-t-il en désignant le dessin. « Nous » répondit-elle sérieusement. L'autre, je ne sais toujours pas dessiner correctement, mais je vais l'apprendre. Plakov éclata de rire, un son qui parut étrange à ses propres oreilles. Puis ils se rendirent à son bureau, une tour de verre surplombant la ville qu'il avait conquise. Vera traversait les pièces en silence, s'arrêtant devant une photo encadrée, Plakov à un événement officiel, sourire calculé, fausse poignée de main. « Tu n'as pas l'air heureux ici » commenta-t-elle, et il savait que c'était vrai. Toutes ces images étaient des masques.
Ce n'est qu'à côté de cet enfant, connu il y a seulement quelques heures, qu'il se sentait réel. Plus tard dans l'après-midi, il a appelé son avocat. Alexei, j'ai besoin de tout sur cette fille, la famille, les documents, tout ce qui est nécessaire pour la garde. Et vite. Mikhail Levovitch, es-tu sûr? Un enfant n'est pas un jouet. Commença l'homme. Je sais très bien ce qu'est un enfant, Alexei. Et je sais aussi ce que c'est d'être seul, coupa-t-il en raccrochant. Vera examina curieusement sa montre-bracelet. Avez-vous une famille? Il a demandé. Plakov hésita. Je l'ai fait. J'ai tout perdu par fierté, par entêtement. Maintenant, il ne reste plus que moi. Elle sourit, un geste fatigué mais authentique. Alors nous avons été d'accord. J'étais seule aussi. Maintenant, je ne le suis plus. Une semaine plus tard, l'appartement de Plakov était transformé. Les quelques affaires de Vera, la poupée de chiffon, un carnet de croquis, 2 photos jaunies de sa mère ont trouvé leur place dans une pièce que les décorateurs ont aménagée en un temps record, murs roses, lumière tamisée, étagères remplies d'ours en peluche. Mais elle dormait toujours enveloppée dans son manteau, non pas par peur, mais parce qu'il sentait quelque chose de familier. À la table du petit déjeuner, Plakov la regarda manger du porridge et, pour la première fois depuis des années, il se réveilla sans la pression sur sa poitrine. Le silence de la maison avait été remplacé par des rires sourds, des grattements de crayons sur du papier, des histoires inventées avant de se coucher. « As-tu eu une fille ?» lui demanda un soir Vera en le regardant avec ses yeux profonds. Il déglutit difficilement et hocha la tête. « Oui. Elle est partie quand je voyageais. Je n'ai pas eu le temps de me dire au revoir. » Vera était silencieuse. « Alors je t'ai sauvée, n'est-ce pas ?» Plakov la regarda, surpris. « Pourquoi penses-tu ça ? » « Parce que tu étais triste comme moi. Maintenant tu ne le es plus. » Il tenait sa petite main calleuse. « Oui, Vera. Tu m'as sauvée. » Cette nuit-là, pour la première fois, il s'autorisa à pleurer. Pas de douleur, mais de soulagement. Il ne se sentait plus coupable. Il ne se sentait plus seul. Il se sentait chez lui. Un mois plus tard, Plakov organisait une réception pour son fonds philanthropique, créé à la mémoire de sa fille disparue. Mais cette fois, j'ai voulu le renommer, ce serait Findo Vera. Les documents d'adoption étaient déjà en cours, il ne restait plus qu'à obtenir l'approbation finale. Ce soir-là, la salle scintillait de la présence de banquiers, d'acteurs, d'hommes politiques. Plakov, qui avait toujours évité les projecteurs, est monté sur scène avec Vera à ses côtés. « Messieurs et dames, vous me connaissez comme un homme d'affaires pragmatique. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que père. » Il fit une pause, la voix brisée. « Cette fille, Vera, a changé ma vie. J'ai perdu ma famille parce que j'avais reporté ce qui était important. Mais Dieu ou le destin m'a donné une seconde chance. » Il la regarda, qui lui rendit son geste avec un sourire calme et fatigué. « S'ils demandent qui a sauvé qui, je leur dirai la vérité, elle m'a sauvé. » Le silence qui suivit fut rompu par des applaudissements, quelques sanglots. À la fin de la nuit, une femme au costume impeccable s'est approchée. « Mikhail Levovitch, je fais partie du comité d'adoption. La décision est unanime, vous avez été approuvé. Vera Lvovna Plakova est officiellement votre fille. » Il regarda la jeune fille qui se blottit dans ses bras. « Maintenant tu es vraiment à moi, » murmura-t-il. « Et tu es mon père, » répondit-elle, « celui que j'ai choisi. » Plakov savait alors que tout dans sa vie, chaque affaire, chaque victoire, chaque défaite l'avait conduit à ce moment. Et ça, finalement, c'était complet. Mais la vie, comme Plakov le savait bien, ne se limitait pas à des moments d'extase cristalline. Dans les jours qui suivent, il découvre que la paternité n'est pas un titre à afficher comme un trophée, mais un engagement quotidien à se réinventer. Vera, avec ses 8 années de sagesse précoce et ses cicatrices encore fraîches, ne se contente pas de miettes d'affection ou de vagues promesses. Elle a exigé sa présence. Non pas la présence physique d'un corps assis à table, mais la présence réelle, qui se mesure aux regards attentifs, aux mains qui suivent le fil d'une histoire avant de se coucher, au silence partagé qui valent 1000 mots. Les premières semaines ont été un champ de mines d'ajustement.
Plakov, habitué à commander des empires d'un simple signe de tête, a été confronté à l'humilité de devoir apprendre à nouer des tresses, à déchiffrer le code secret des dessins d'enfants. Non, papa, c'est le soleil, pas le ballon, à négocier avec un petit diplomate qui, en criant, exigeait justice parce que Clara à l'école a 2 puddings dans son déjeuner et moi un seul. C'était épuisant. C'était glorieux. C'était avant tout nécessaire comme l'air dont il ne savait pas qu'il lui manquait jusqu'à ce qu'il recommence à respirer. Et puis est arrivée la première crise. Une nuit, Vera s'est réveillée en hurlant, piégée dans un cauchemar qui l'a ramenée dans les couloirs froids de l'orphelinat. Plakov, désorienté, essaya de la calmer avec la logique qui l'avait toujours sauvée. Ce n'était qu'un rêve, Aïchik. Rien de tout cela n'est réel. Mais elle, les poings serrés contre sa poitrine, a crié, « Tu n'es pas réel. Ils ont dit que personne ne voudrait vraiment de moi. » La phrase le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Parce que, pour la première fois, il comprend que l'amour ne suffit pas, il faut prouver qu'il existe. Pas avec des mots, mais avec des actions aussi concrètes que les murs de la maison qu'il partageait désormais. Le lendemain matin, Plakov annula toutes les réunions. Au lieu d'aller au bureau, il a emmené Vera au bureau d'enregistrement. Non pas pour signer des papiers, ceux-ci étaient déjà signés, mais pour enregistrer, sur vidéo, un document qu'elle a elle-même dicté. Moi, Vera Lvovna Plakova, je déclare que Mikhail Lvovitch Plakov est mon père pour toujours, même s'il fait une erreur, même si je fais une erreur, même si le monde finit. Il a signé en bas, d'une main tremblante. Puis ils se rendirent dans une bijouterie, où il acheta non pas un collier ni une boucle d'oreille, mais une petite clé, symbole qu'elle avait enfin une porte qui lui serait toujours ouverte. La nuit, tandis que Vera dormait avec la clé sous l'oreiller, Plakov la regardait à travers la fente de la porte. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qui n'était ni de l'ambition ni de la peur, mais un profond calme, comme si toutes les pièces d'un puzzle invisible s'étaient enfin mises en place. Il n'était plus seulement le magnate Mikhail Plakov. C'était papa. Et il découvrit que c'était la seule identité qu'il serait prêt à échanger.